Nos experts et nos invités ce soir. Naïm Nayem, bonsoir. Bonsoir. Notre spécialiste des questions internationales. Younes Belfella, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes enseignant-chercheur à l'Université Paris 8 et spécialiste du Proche-Orient. Jean-Antoine Duprat, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes géopolitologue et ancien professeur associé à la Sorbonne. Et on est également en Skype avec Guillaume Ancel, bonsoir. Ancien officier et chroniqueur de guerre. D'abord, pour commencer, Naïm, que contient précisément cet accord ? Alors, 3 phases sont prévues. La première devrait durer, on l'a entendu, 42 jours et voir la libération d'une trentaine d'otages, dont 3 dès le premier jour, puis 4 au bout d'une semaine. La plupart seraient des femmes, des enfants, des malades, des blessés. En échange, Israël retirerait son armée progressivement de la bande de Gaza en conservant le contrôle d'une zone tampon de 800 mètres de profondeur à l'intérieur de l'enclave palestinienne, mais aussi le contrôle du corridor de Philadelphie. Peut-être qu'on en reparlera tout à l'heure. Israël aurait aussi accepté de libérer 1000 prisonniers palestiniens, dont des terroristes, tout en excluant les participants de l'attaque du 7 octobre. Au 16e jour du cessez-le-feu, les négociations reprendront autour des 2e et 3e phases qui prévoient la libération des otages masculins et un retrait plus important de Tsahal, puis le retour de la totalité des otages vivants ou morts et le départ définitif de l'armée israélienne. Younes Belfella, on l'a vu ce soir, à la fois les Américains, les Qataris annoncent qu'il y a un accord. En revanche, on n'a pas l'officialisation de cet accord côté israélien. Ça demande d'abord quelques mesures parce qu'il faut que ça passe normalement dans le Knesset et qu'il y aura un accord aussi de la part du gouvernement. Mais je crois que Benjamin Netanyahu, il est bien évidemment d'accord concernant ce qui s'était fait. Il a d'ailleurs déclaré d'une façon officielle. Je crois que toutes les parties prenantes de cette Là, il n'y a pas de doute pour vous sur le fait qu'Israël soit d'accord. Je ne crois pas qu'il y aura des doutes par rapport à ce qui se peut passer parce que je crois que c'est un accord qui vient en concordance avec la volonté d'abord de l'administration Trump plutôt que l'administration Biden. Parce que c'est Trump qui va générer les profits de cet accord et qui lui attend bien évidemment un grand travail dans le Moyen-Orient. Maintenant, je crois que toutes les parties prenantes se mettent d'accord pour avoir au moins un cessez-le-feu. Certes, il y a des questions sur les ratios d'échange entre les prisonniers palestiniens et les otages israéliens. On parle normalement d'un otage israélien face à 30 à 50 prisonniers palestiniens. Et le bon déroulement normalement de 6 semaines peut bien évidemment arrêter une guerre qui dure jusqu'aujourd'hui 460 jours. Donc forcément, c'est très intéressant pour Benjamin Netanyahu parce que c'est important pour la popularité au sein dans la politique israélienne, même si qu'il peut le payer parce qu'il y a quand même 2 ministres en Israël dans le gouvernement israélien, Smotrich et Ben Gvir, qui veulent quitter le gouvernement. Pour le Hamas, je crois que ça fait aussi un élément important parce qu'ils sont en train de gagner de la popularité grâce à le fait de libérer les prisonniers palestiniens, notamment en Cisjordanie. Et ça, c'est un élément central, c'est-à-dire le Hamas, il était affaibli militairement par Israël, tout l'état-major, Yahya Senwar, Daif et Ismaël Haniyeh, ils ont bien évidemment, Israël s'était débarrassé de ses dirigeants, mais maintenant, il y a aussi quand même la partie politique qui est très importante. La grande question qui se pose, ça sera bien évidemment, quel est l'avenir de la bande de Gaza, quelle est la gouvernance de la bande de Gaza, sachant bien que quand même, on a vu que durant l'année 2024, il y avait un affaiblissement de l'Iran, mais on voit qu'il y a de nouveaux acteurs qui apparaissent dans le terrain du Moyen-Orient, notamment la Turquie avec ce qui s'était passé il y a un mois en Syrie. Jean-Antoine Duprat, cet accord, il profite à la fois au Hamas et à Benyamin Netanyahou ce soir ? Déjà, quand on est sur un accord, il faut bien que ça profite à chacune des parties, parce que sinon les gens ne se mettraient pas d'accord. Bon, ça c'est la première des choses. Après, effectivement, on est dans une situation où, au niveau des priorités des Israéliens, il y avait la libération des otages, mais on avait aussi de la part de Netanyahou ce qu'il avait dit, je vais écraser le Hamas. Bon. Aujourd'hui, il y a beaucoup de morts. Les otages, malheureusement, il y a eu des décès dans les otages. Et cet accord va peut-être enfin régler, ça c'est peut-être la chose qui va se passer le mieux, disons, le sort des otages qui restent. Mais ensuite, qu'est-ce qui va se passer ? On est sur 3 phases. Il peut se passer n'importe quoi à n'importe quel moment. Entre les phases, pendant les phases. Pendant les phases, entre les phases. Donc le vrai travail commence maintenant. Le travail commence parce qu'on est sur une trêve, on est sur un cessez-le-feu fragile. Il suffit qu'il y ait une roquette qui parte de la bande de Gaza et ça va relancer ça risque de relancer les hostilités. Donc c'est fragile. Il est évident que l'arrivée de Trump au pouvoir,
ça va peser, parce que manifestement, il a tordu le bras, entre guillemets, à Netanyahou. De l'autre côté, bon, il a fait des menaces conséquentes sur la masse. Ceci dit, il y a eu tellement déjà de destruction dans la bande de Gaza que, bon, manifestement, on ne sait pas tout ce qui aurait pu se passer de pire. Mais enfin, en tout cas, c'est un facteur nouveau. Et l'imprévisibilité de Donald Trump est aussi un avantage par rapport au respect, je dirais, entre guillemets, des engagements qui ont été pris. D'autre part, on a quand même des pays arabes qui sont derrière. On a l'Arabie Saoudite, il y a le Qatar, bien sûr, mais l'Arabie Saoudite, le Qatar, n'oublions pas que le Qatar est aussi soutien des frères musulmans, qui, quelque part aussi, sont des soutiens du Hamas. Donc, on a quand même une nébuleuse qui est très complexe. On est en Orient, on n'est pas aux États-Unis, où on a un schéma manichéen, les gentils d'un côté, les méchants de l'autre. Là-bas, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, tout ça fait que tous ces acteurs-là, il va falloir que ça s'articule. C'est vrai que les Américains aimeraient bien relancer les accords d'Abraham, parce que je ne pense pas que l'Arabie Saoudite n'y voit des inconvénients non plus, parce que c'est la normalisation des relations avec Israël, voilà. Pour rappeler les accords Alors, c'est vrai que le poids de l'Arabie Saoudite là-dedans, à partir du moment où l'Arabie Saoudite, c'est quand même peut-être ceux qui vont quand même financer la reconstruction de Gaza, parce que quand on parle de l'abri, mais il faut aussi penser à la reconstruction. Bon. Est-ce que l'Arabie Saoudite va avoir un rôle important ? C'est probable. Bon, ça ne sera peut-être pas la seule, mais enfin, en tout cas, c'est un rôle important. Donc, qui paye aussi, à un moment donné, donne son avis. Voilà. Donc, tout ça fait qu'on est dans une situation fragile. C'est bien d'en être arrivé là, mais ce n'est qu'une première étape. Et on a déjà vu des feux de paille par le passé. On a même vu des accords comme les accords d'Oslo qui n'ont pas débouché sur grand-chose. Donc, le problème, il est là, et il n'est pas, malheureusement, pour l'instant, complètement réglé. Mais c'est quand même une lueur d'espoir, malgré tout. Guillaume Ancel, vous êtes avec nous en direct en Skype. Est-ce que vous êtes plutôt optimiste ce soir? Et j'aurais aussi une question sur le timing. Pourquoi cet accord intervient maintenant? Eh oui, je suis optimiste et évidemment c'est un immense soulagement. C'est un soulagement d'abord pour les otages israéliens et leurs proches. Et c'est un soulagement pour les Palestiniens. Je rappelle qu'en 15 mois, la bande de Gaza a fait l'objet de 100 000 bombardements. J'ai bien dit 100 000 bombardements. Normalement, un bombardement fait au moins un mort, donc ça laisse calculer le nombre de morts et on multiplie par 3 fois et demi le nombre de blessés. Et puis c'est aussi un immense soulagement pour toute la région parce que cette guerre à Gaza a été le nœud d'un embrasement généralisé de l'Iran à la Syrie en passant par le Liban et bien sûr le Yémen avec les Houthis. Donc aujourd'hui, on n'a pas un accord de paix. On a un accord de cessez-le-feu, mais c'est probablement la fin de cette guerre. Et je ne vois pas pour quelle raison cet accord ne serait pas mis en œuvre dans la mesure où Trump l'a annoncé. Ça veut dire qu'il a exigé de Netanyahou qu'enfin il accepte un accord, alors qu'en réalité, les discussions ont commencé en décembre 2023, il y a 13 mois, et qu'en septembre, par exemple, Netanyahou a limogé son ministre de la Défense, Yoav Gallant, parce que celui-ci voulait qu'on signe enfin un accord pour permettre la libération des otages et puis surtout ne pas se lancer dans une nouvelle guerre. Or, Netanyahou a fait exactement l'inverse. Il a lancé sa guerre contre le Liban, qui a fini d'enflammer toute la région. Donc le fait que Trump l'annonce, ça veut dire que Netanyahou ne peut pas se permettre d'humilier Trump et que même si formellement le gouvernement israélien n'a pas encore signé, bien évidemment, il l'acceptera. Le timing n'a rien à voir avec le hasard. Je rappelle que la première libération d'otages aura lieu le 20 janvier, le jour de l'investiture de Donald Trump. Alors les otages, justement, Maître Sacha Gozlan, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes avocat et cofondateur de l'association des avocats de famille de victimes du 7 octobre. Évidemment, les familles d'otages sont passées, j'imagine, par différentes émotions, genre d'ascenseur émotif pendant plusieurs jours et plusieurs semaines. Elles sont dans quel état d'esprit ce soir? En réalité, les familles, elles sont d'entre l'espoir et le désespoir depuis le 7 octobre. Parce que les proches des otages, il en reste 94 qui sont toujours retenus dans les tunnels du Hamas, n'ont aucune nouvelle, aucune information, ni sur l'état de vie ou de mort de leurs proches, ni sur leur état de santé. Et ce que On sait, pardon, qu'il y a 2 otages français. On sait que Ofer Calderon et Ohad Yahalomi sont toujours retenus par le Hamas. Et pareil, on n'a pas d'informations sur est-ce qu'ils sont en vie. Est-ce qu'ils sont en vie? S'ils le sont, est-ce qu'ils feraient partie des otages libérés? On n'en sait rien. Aucune information. Aucune information. Et depuis le 7 octobre 2023,
le Hamas est dans la perpétuation du crime, puisque c'est une torture psychologique qui pèse sur ses familles, qui pèse sur ses proches depuis plus d'1 an et demi. Le Hamas avait la possibilité de donner des informations sur ses otages. Le Hamas avait la possibilité d'informer au moins les Israéliens ou les négociateurs sur l'état de santé des personnes qui le retiennent. Le Hamas avait la possibilité de fournir des médicaments. Des organisations humanitaires internationales se sont proposées d'acheminer de l'aide pour les otages. Le Hamas l'a refusé. Donc on est dans cette situation-là d'alternance entre l'espoir, parce que cet accord, il paraît effectivement imminent et les familles l'attendent désespérément, et en même temps la grande inquiétude parce que on ne sait pas si les personnes qui vont être libérées sont des personnes qui sont vivantes ou si c'est des cadavres qu'elles vont retrouver. Ça, c'est vrai que c'est un gros point d'interrogation dans la négociation. Enfin, vous disiez, on ne sait absolument pas si les otages sont en vie, combien il en a précisément, etc. Est-ce que, à part le Hamas, quelqu'un le sait ? Je crois que c'est... Est-ce que les Qataris, qui par exemple participent évidemment aux négociations, eux, ils le savent, ils ont cette information? Je crois que pour les Qataris, oui, parce qu'ils sont très proches d'ailleurs du Hamas, ils ont quelques informations concernant les otages. Maintenant, malheureusement, effectivement, avec ce qui s'était passé les derniers mois, la question des otages, elle est devenue secondaire même dans les médias. Et il était aussi secondaire dans la politique israélienne de Benjamin Netanyahou, parce qu'il a donné la priorité, bien évidemment, de se débarrasser de l'état-major du Hamas. Il a réussi à le faire, bien évidemment, avec le fait de se débarrasser de Yahya Sinwar. Mais on ne peut pas dire qu'il a anéanti le Hamas, parce qu'il y a encore une guérilla en cours en ce moment même. Oui, mais l'état-major, il était bien sûr, il a fait un travail militaire excellent, soit avec le Hezbollah, et il a perfectionné aussi avec le Hamas. Donc c'est pour ça que les négociations, elles étaient retardées. La priorité, c'était le fait d'affaiblir l'Iran à travers le fait de se débarrasser, bien évidemment, de cet état-major. Et ça, c'est un point qui était stratégique pour le gouvernement israélien. Maintenant, certes, oui, le Hamas continue, perdure au niveau politique. D'ailleurs, c'est peut-être même le seul composant politique maintenant palestinien qui reste dans le jeu, parce que l'autorité palestinienne, elle est affaiblie, elle est corrompue, elle n'a plus de popularité, même en Cisjordanie, et on risque, si demain on fait des élections dans les territoires palestiniens, d'avoir le Hamas au pouvoir. Et donc forcément, c'est ça où vient la question sur la gouvernance de la bande de Gaza. Est-ce qu'il faut la donner à l'ONU? Surtout que l'ONU, elle repose quand même sur une question juridique très importante par rapport à ce qui s'était passé, à la décision de la Cour pénale internationale concernant le risque de génocide ou bien l'accusation de monsieur Netanyahou. Donc il y a quand même une certaine légitimité d'avoir un rôle dans cette région. Là aussi, il faut voir aussi que la région, elle est en train de changer. Et on est face au moins à 3 grands projets dans cette région. Le projet iranien avec ses proxys, ses capacités de nuisance, elle est affaiblie, mais il y a toujours la question nucléaire, la question des missiles balistiques. Le projet Turquie, Qatar et la Syrie actuellement, c'est-à-dire en fait un relooking des islamistes dans la région, notamment avec ce qui s'était passé il y a un mois en Syrie. Et il ne faut pas aussi négliger qu'il y a aussi des liens et des affinités entre les dirigeants de Hamas et la Turquie, à travers notamment un certain Khalid Mesh'al qui a des liens très très forts avec Erdogan. Et il y a un 3e projet qui est le projet qui est bien évidemment le plus voulu par Trump, qui est le projet de l'alliance sunnite et israélienne entre les pays du Golfe et Israël. Il faut dire que les pays du Golfe se réjouissent des résultats de ce qui s'était passé, parce que pour eux, Israël, elle a fait quand même un travail de sous-traitant très intéressant pendant 1 an. Elle a affaibli l'Iran, et le retour des accords d'Abraham, c'est quelque chose de très très possible. Il ne faut pas négliger qu'il y avait un jackpot dessiné par les Américains qui était le fait d'avoir un accord entre les Saoudiens et les Israéliens, et donc tout ça, ça peut avoir bien évidemment des conséquences dans la région. Jean-Antoine Duprat, pardon. Oui, effectivement, on est en face de cette problématique multiple que j'évoquais tout à l'heure d'ailleurs. Alors, de toute façon, encore une fois, le sort des otages, c'est quand même quelque chose qui tient beaucoup à cœur aux Israéliens. On a même vu des manifestations des Israéliens contre le Netanyahou qui demandaient qu'est-ce qu'il faisait, parce que manifestement, il apparaissait que son objectif était davantage militaire que de sauver les otages. Bon, ça, c'est une chose qui va se refaire. Après, qu'est-ce qui reste des otages? On dit que les chiffres sont à peu près connus, mais ceux qui vont être libérés, ils vont être sûrement dans des situations psychologiques, physiques, etc., très compliquées, très, très dramatiques, très tragiques. Donc,
De l'autre côté, au niveau des Palestiniens, il faut quand même remarquer que dans cette enclave de Gaza, il n'y a probablement pas une famille palestinienne qui n'a pas eu un mort, c'est manifestement pas ceci. On a quand même une population qui doit être quand même très remontée. Ce que vous dites tout à l'heure est tout à fait juste, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, le seul mouvement qui finalement existe dans la bande de Gaza et qui a une crédibilité, je dirais, même si c'est une crédibilité tragique, c'est le Hamas. L'autorité palestinienne, si demain il faut organiser une solution transitoire, on ne voit pas trop comment elle pourrait administrer Gaza, assurer la sécurité de Gaza. Qui va maintenir la sécurité à Gaza si les Israéliens se retirent? Est-ce qu'on met les troupes de l'ONU? On sait déjà ce que ça a donné par le passé. C'est vraiment très compliqué. C'est-à-dire qu'avoir un cessez-le-feu, je dirais qu'entre guillemets, c'est le plus facile. Parce qu'il y a tout le poids de Trump. Mais bon, c'est une chose, c'est un coup. Mais après, comment on fait pour ce que j'appellerais gagner la paix? Et ça va être très difficile. Et le passé ne plaide pas, justement, malheureusement, vers une paix durable dans ce genre de circonstances, si vous voulez. Donc c'est encore un combat de longue haleine, à mon avis, qui se précise. Vous vouliez réagir à nouveau sur les otages? Ouais, je pense que les otages, c'est pas qu'un sujet israélien. Il y a effectivement des manifestations qui ont cours en Israël depuis le 7 octobre et le Forum des familles mobilise les Israéliens dans les rues, mais le 7 octobre, c'est aussi une histoire française. Il y a 72 victimes françaises du 7 octobre, des crimes qui ont été commis ce jour-là. Le parquet national antiterroriste à Paris a ouvert une enquête préliminaire pour des infractions en lien avec une entreprise terroriste. Il y a 26 plaintes qui ont été déposées en France. Et depuis le 12 octobre, qui est la date d'ouverture de cette enquête préliminaire, il y a une coopération internationale qui existe aussi entre la France et les autorités israéliennes, précisément pour faire la lumière sur les crimes qui ont été commis ce jour-là. Le 7 octobre ne peut pas simplement se résumer à une histoire israélienne. Et c'est la raison pour laquelle aussi beaucoup de pays à travers le monde sont impliqués, directement ou indirectement, dans ces négociations et essaient de faire en sorte de libérer leurs ressortissants. Parce que je disais tout à l'heure, il y a encore 2 Français qui sont retenus dans les tunnels, certainement à Gaza, mais il y a aussi des Américains, des Européens, des gens de beaucoup de nationalités. Donc ça ne peut pas se résumer simplement à une histoire israélienne. Et la France a son mot à dire, et le droit aura un jour son mot à dire sur ce qui s'est passé depuis le 7 octobre. Guillaume Ancel, quelles seront, selon vous, les conséquences militaires de cet accord? Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Est-ce que c'est, et c'est ce que vous sembliez dire un peu tout à l'heure, le début de la fin de cette guerre? Est-ce que l'armée israélienne va se retirer de la bande de Gaza? Alors, les conséquences militaires sont très importantes, mais comme Jean-Antoine l'a souligné tout à l'heure, on est au début du processus. On ne peut que se réjouir de ce cessez-le-feu, mais il faut se rappeler que c'est un cessez-le-feu, ça n'est pas un accord de paix. La paix, c'est beaucoup plus long et difficile à construire. Et effectivement, le problème, c'est le jour d'après, les questions innombrables du jour d'après. Qui va gouverner Gaza? Qui va reconstruire Gaza, surtout s'il y a une menace d'intervention israélienne derrière? Personne ne voudra remonter des buildings. Je rappelle que la bande de Gaza a été détruite à 70%. Et d'ailleurs, on ne le souligne pas assez, c'est que ça n'est pas le Hamas qui a été détruit, c'est la bande de Gaza qui a été ravagée. 100 000 bombardements. On n'a jamais estimé la milice du Hamas supérieure à 30 000 personnes. Donc quand on fait 100 000 bombardements, on ne vise plus le Hamas, on vise toute la bande de Gaza. Et donc la question, c'est comment est-ce qu'on arrivera à construire une paix durable? À mon avis, ça ne pourra pas se faire si on ne reconnaît pas enfin un État palestinien qui a autre chose à faire que de préparer des attentats contre Israël, mais justement qui puisse se comporter comme un État avec un avenir et une société dont elle doit s'occuper. Ce que le Hamas, mouvement terroriste, a parfaitement démontré être incapable de faire. Ney, à court terme, quelles conséquences de cet accord pour les civils de Gaza? Oui, c'est important. Cet accord permettrait à des centaines de milliers de civils de rentrer chez eux, c'est-à-dire de retourner dans le nord de la bande de Gaza, là où les combats sont et étaient les plus violents. Par ailleurs, il semblerait que l'accord prévoit également que chaque jour du cessez-le-feu, 600 camions puissent rentrer dans la bande de Gaza avec de l'aide, des fournitures médicales et des tentes, et également 50 camions citernes pour faire fonctionner ce qui reste des hôpitaux et les centrales électriques, le système d'égout et d'eau. Younes Belfella, on l'a dit, on n'est qu'au début. Oui. La question du jour d'après se pose évidemment. Est-ce qu'à ce stade, les Américains, les Qataris, les Israéliens, le Hamas ont, à votre avis, un plan de paix en tête ou c'est pas encore
Vraiment, je crois qu'on parle seulement d'un cessez-le-feu. Le plan de paix, d'abord, c'est pas seulement ses acteurs, parce qu'il faut voir encore plus, oui, c'est ce que vous disiez tout à l'heure. On a un grand problème actuellement, c'est qu'il n'y a pas d'interlocuteur palestinien avec qui on peut négocier, on peut parler. Et forcément, ça va donner, pour avoir un interlocuteur, il faut bien évidemment changer l'autorité palestinienne. Maintenant, la question qui se pose, et là où je suis vraiment très très inquiet, c'est que c'est sur la question de la paix. Tant qu'il n'y a pas un État palestinien qui est reconnu même par les Israéliens, tant qu'on sait qu'il y a une extrême droite israélienne qui pousse vers le fait de ne pas avoir un État palestinien, voire même avoir et encourager les implantations coloniales en Cisjordanie, donc forcément le scénario, ça sera un scénario très très négatif. C'est-à-dire, d'une façon ou d'une autre, le fait d'avoir un autre 7 octobre, c'est toujours possible dans la situation actuelle. Ce qu'on voit aujourd'hui, ce que vous voyez dans les images dans les territoires palestiniens, notamment en Cisjordanie, les prisonniers palestiniens qui vont sortir, c'était généralement des adolescents ou des jeunes dans les prisons israéliennes qui vont sortir et qui vont devenir pro-Hamas. Ça, d'une façon, sans aucun doute. Bien sûr, et donc il y aura encore un autre problème générationnel avec de nouvelles générations qui peuvent bien évidemment toujours faire une menace contre Israël et devenir une capacité de nuisance sous l'influence iranienne, sous l'influence turque, sous l'influence islamiste, mais de toute façon, ils vont trouver toujours un fournisseur d'armes et de financement qui va bien évidemment les protéger. Donc, les accords d'Abraham, c'était quelque chose de très intéressant de la part de Biden, de Trump. C'est très important dans le projet et il fallait pousser vers ça. Mais en même temps, il faut quand même, avec ces accords d'Abraham, redonner quelque chose ou donner quelque chose aux Palestiniens, tout en dépassant tout le scénario de Oslo, etc., pour qu'on puisse bien évidemment arriver à un plan de paix. Et c'est à ce moment-là où on peut parler bien évidemment d'un plan de paix. Mais là, quand vous me parlez de certains pays comme le Qatar, comme la Turquie, comme l'Iran, c'est des pays qui ont des agendas bien évidemment dans leur propre politique étrangère et qui sont quasiment, donc si je prends par exemple Erdogan, il est en campagne continue, Monsieur Netanyahu, il est en campagne continue. Donc forcément, le sujet même d'ailleurs d'un État palestinien devient un sujet de la politique interne en Israël, surtout, et ça c'est un élément qu'on néglige, que pas seulement les otages, mais quasiment une grande partie des victimes de 7 octobre, c'était quand même des gens qui votaient pour la gauche israélienne. Et ça, c'est très fort. C'est un grand changement dans la société israélienne par rapport à une menace qui devient bien évidemment une menace existentielle. Et plus encore, ceux qui ont beaucoup des victimes du 7 octobre, notamment dans les kibbutz, ce sont ceux qui avaient manifesté contre Netanyahou au moment de sa réforme judiciaire quelques mois avant, et qui sont été contre sa politique et contre son alliance. Évidemment, extrêmement mobilisés contre Benyamin Netanyahou et qui se sont retrouvés projetés au milieu de cette crise internationale et cette attaque terroriste sans précédent. Et donc, après plus d'un an de guerre, de conflit, politiquement, il n'y a pas beaucoup d'avancées? Politiquement, il y a quand même une avancée, puisqu'on a réussi quand même. Pour la paix, j'entends. Non, il y a quand même une avancée, parce que si on se reporte quelques mois en arrière, on ne pouvait même pas imaginer qu'il y ait un dialogue amorcé, même par des intermédiaires, enfin sérieux, je veux dire, entre Palestiniens et Israéliens. Ceci dit, il y a un autre facteur à prendre en considération. On parle des États, mais il y a aussi les opinions publiques de ces pays, qui ne vont pas forcément dans le sens de ce que souhaitent leurs dirigeants. Et en ce qui concerne les Palestiniens, il y a quand même dans les populations des pays du Proche et du Moyen-Orient un soutien assez fort à la cause palestinienne. On ne peut pas le négliger. Même si ils ont été oubliés pendant un certain nombre d'années. Bon, au niveau effectivement d'Israël, c'est vrai que les principales victimes du 7 octobre ont été plutôt les Israéliens qui étaient plutôt à gauche, et plutôt en opposition d'ailleurs avec Netanyahou, c'est ça qui est dramatique. Ceci étant dit aussi, il ne faut pas négliger que Gaza c'est une chose, mais vous l'avez évoqué tout à l'heure, il y a toute la Cisjordanie, avec tout ce qui s'est passé en Cisjordanie, avec l'extrême droite quand même israélienne qui a poussé les colons à s'installer. Bon, tout ça, et ça se fait c'est pas en accord avec les accords internationaux qu'il y a eu sur le passé, sur le découpage du territoire entre Israël et puis les Palestiniens. Et puis il y a toujours le cas de Jérusalem, malgré tout. Trump a déplacé son ambassade de Tel Aviv à Jérusalem, mais n'empêche que le statut de Jérusalem en lui-même, c'est toujours problème. Et au niveau international, il n'y a pas beaucoup de pays qui considèrent que Jérusalem est la capitale d'Israël, même si ça ferait plaisir à M. Netanyahu. Donc tout ça, c'est très compliqué. Donc tout ça,
ça va être forcément très long. On a déjà passé des années depuis la création de l'État d'Israël pour en arriver à là, et ça ne va pas se régler en 24 heures, comme dirait M. Trump. Merci beaucoup à tous d'avoir participé à cette discussion ce soir.